Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Regard Citoyen, le premier numéro du genre, plus proche de vos préoccupations, une émission d'interpellation citoyenne qui vous concerne et qui vous offre l'occasion d'intervenir en direct pour poser vos préoccupations. Une lucarne vous sera ouverte au cours de l'émission avec le numéro qui va s'afficher au bas de votre écran. Alors, pour ce premier numéro, nous avons décidé de nous intéresser à un thème qui préoccupe beaucoup d'entre vous. Il s'agit du logement décent. Est-ce un droit pour tous au Burkina aujourd'hui? Est-ce une réalité au Burkina? Pour en parler, je reçois sur ce plateau, je vais commencer par ma droite, par la présenter, Madame Kobena Armel. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes la représentante, vous représentez le directeur général du PNB-BF Holding Group, qui est beaucoup impliqué dans l'immobilier, promoteur immobilier. En face de vous, je reçois sur ce plateau M. Traoré Sédou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du MSP Drôle, qui est le mouvement de solidarité pour le droit au logement. Oui. Et vous êtes également le porte-parole de Novox International. Oui. Merci, messieurs. Petite précision aux téléspectateurs. Nous avons évidemment sollicité le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat à cette émission. Malheureusement, ils n'ont pas répondu, le ministère n'a pas répondu présent. Nous allons justement aller sans eux. Alors, pour la première question, on va s'intéresser à la problématique de l'accès au logement dans notre pays. Je vais poser la première question à M. Traoré. Selon vous, est-ce que le droit au logement est-il une réalité au Burkina? Bon, je peux dire tout de suite que le droit au logement n'est pas parfait au Burkina Faso parce que si l'on constate quand même sur le terrain qu'il y a toujours des déguerpissements, des gens sans vraiment de logement ou de dédommagement, qui est reconnu par nos textes et les textes internationaux, je me dis qu'en tout cas, pour le moment, le droit à un logement décent n'est pas du tout en tout cas respecté. Les déguerpissements continuent-ils sur le terrain? Les déguerpissements continuent sur le terrain. Je vous donne l'exemple de l'hôpital Blaise Compaoré où on a déguerpi les gens du 14 au 15 avril 2014. Voilà, jusque-là, il y a eu près de 400 et quelques élèves du primaire qui ont perdu leur classe comme ça. Okay. Et leurs parents, d'autres sont obligés de repartir en Côte d'Ivoire, d'autres sont repartis dans les différentes habitats spontanés. Alors, on va d'abord poser la même question justement à Madame Kobena. Alors, vous, en tant que promoteur immobilier, cela va de soi, est-ce que vous pensez que le droit au logement au Burkina est une réalité? Merci bien pour la question. En tant que promoteur immobilier, je dirais plutôt que ce droit existe au Burkina. Pourquoi? Parce que ces dernières années, nous voyons l'effort vraiment du ministère dans la réalisation des logements sociaux un peu partout et surtout avec le lancement du programme des 10 000 logements qui a été initié à Basenko. Tout cela pour permettre vraiment à la population d'avoir un toit. Bon, c'est vrai que des efforts restent encore à faire, mais je crois que le Burkina est déjà sur la bonne voie en ce qui concerne le logement. Donc, je dirais en gros que le droit au logement existe au Burkina Faso. Oui. Monsieur Traoré, le droit au logement existe. Moi, je peux comprendre, elle est une commerçante. Oui, elle est une commerçante. Elle peut, voilà, promoteur, c'est des commerçants. Okay. Donc, on ne peut pas avoir les mêmes visions. Je lui pose la question sûrement d'aller dans la zone non lotie, dans toutes les zones non loties, pour en tout cas dire devant les populations que le droit à un logement décent existe. Je pense en tout cas qu'il aura des réponses. On va revenir sur la politique gouvernementale en matière de logement décent, puisque c'est ce qu'elle a évoqué. Oui. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a une crise de logement au Burkina? Il y a bel et bien une crise de logement au Burkina Faso. Okay. Lorsque vous prenez sur 100 personnes, aujourd'hui, il n'y a que 20 ou 40 comme ça qui en tout cas aspirent et qui n'en ont même pas ce logement, des choses décentes. Okay. N'en parlons pas de ceux qui vivent dans les habitats spontanés depuis vraiment des décennies, jusque-là qui ne savent... Les habitats spontanés, vous faites allusion à des zones non loties. Oui, à des zones non loties. En tout cas, aujourd'hui, près de 60% ou 70% des populations vivent dans ces ténèbres-là et qui attendent rien qu'avoir une parcelle, qui constitue leur droit. Parce que les malversations des lotissements, en tout cas, on met tous ces gars-là à nu.
à tel point qu'aujourd'hui, il y a une grande masse qui attend rien que la parcelle. Donc ces gens-là ne peuvent pas parler de logement décent. Okay. Donc en tout cas, moi, c'est pour dire que la politique déjà lancée pour l'habitat, c'est par des pressions des populations qu'aujourd'hui, le gouvernement même reconnaît et que, en tout cas, il a mis dans son programme une politique de l'habitat. Parlant de 10 000 logements, moi je dis tout de suite, depuis le commencement des 10 000 logements, nous avons critiqué avant même que ça ne prend un échec. Aujourd'hui, les 10 000 logements ont pris un échec. Même le ministère même reconnaît que c'est un échec. Donc, à quoi bon de faire une politique de 10 000 logements pendant des années qui n'a pas servi du tout à la population. Qui n'ont pas encore été réceptionnés. Voilà. Madame Kobena, justement au niveau des 10 000 logements, votre entreprise est attributeur des marchés, je crois, au niveau des Basenco. Oui, effectivement, voilà. PNBF, qui est une structure de promotion immobilière espagnole, a été fait appel. Bon, on nous a appelé en 2013 pour accompagner le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisation dans la réalisation des 10 000 logements à Basenco. Donc, sur ce site, nous avons réalisé bon nombre de logements sociaux et bon nombre de logements économiques. Bon, à ce jour, en tout cas, je dirais que c'est vrai. Bon, Monsieur Traoré vient de dire préalablement que c'est un échec, mais comme je le dis, le programme des 10 000 logements, ça a été plus ou moins un essai. Bon, plus ou moins. Pas un projet pilote parce qu'il y a eu d'autres projets, les 1200 sont là, effectivement, mais en quantité. Voilà, il y a eu des projets, mais en quantité pour dire, bon, le nombre 10 000, c'est quand même vaste. Moi, je me dis que l'échec dont M. Traoré parle, peut-être c'est dû au fait qu'il n'y a pas eu assez de personnes sur le site pour les réaliser, les promoteurs immobiliers. Et comme c'était plus ou moins une première expérience, on a eu deux promoteurs immobiliers sur le terrain, sur le site. Non, au jour d'aujourd'hui, sur le programme de 10 000 logements à Basenco, je crois que les promoteurs immobiliers les plus actifs, nous sommes au nombre de 4 ou... Les plus actifs? Oui. Il y en a qui sont passifs. Oui, parce que quand vous arrivez, vous voyez d'autres portions où on a commencé, ces promoteurs ont commencé, même malheureusement, ils n'ont pas pu achever. Voilà, donc les plus actifs sur le terrain, ça se compte au bout du dos au nombre de 4. Vous, aujourd'hui, votre entreprise, vous êtes à combien? Actuellement, nous sommes en train de boucler une phase de 380 logements sociaux sur le site de Basenco. Voilà. Alors, Monsieur Traoré, on est tous d'accord que le droit au logement est encore une gageure au pays, au Burkina Faso. Alors, ce qui m'amène à vous poser la question, est-ce que vous pensez que les promesses qui ont été faites par le gouvernement, est-ce que vous pensez qu'on est justement à une phase déjà de début? Est-ce qu'on a déjà commencé avec... Je voulais tout simplement pour répondre à Mme Kobena qui parle de 10 000 logements. Je répète encore que les 10 000 logements, c'est un échec. Moi, je parle en tant qu'un défenseur des droits à un logement décent qui a suivi effectivement ce projet à son début jusqu'au stade actuel où nous sommes. Je ne sais pas si Mme Kobena a fait un tour pour voir les maisons délabrées. Ça, d'abord, les entreprises même ont échoué. À Basenco, je dis bien. C'est à Basenco. Les 10 000 logements sont logés dans Basenco. Est-ce que vous comprenez? Et c'est un grand échec. Il y a beaucoup de bâtiments qui sont délabrés. Le problème, c'est quoi? Le problème est que les 10 000 logements, nous autres de la société civile n'ont jamais été impliqués comme nous sommes impliqués à l'heure actuelle dans les 40 000 logements. Vous avez été justement impliqué dans les 40 000 logements? Dans les 40 000 logements, nous sommes impliqués. Les 10 000 logements, pas question. Okay. Nous avons été vraiment des acteurs qui sont partis seulement pour suivre le projet. Okay. On ne nous a jamais impliqués. Pour preuve, nous avons passé tout le temps à travers les CACEM que on nous a invités pour critiquer vraiment la cherté de ces 10 000 logements. Quand on dit logement social, nous on avait dit que ça, ce n'est pas un logement social. C'est un logement d'où le coût était destiné aux petits bourgeois. On n'en parle pas des gens qui sont dans les habitats spontanés.
Aujourd'hui, l'État même l'a reconnu. Si Mme Kovena ne suit pas très bien, je dis bien l'État même a reconnu que c'est un échec les 10 000 logements. Et qu'ils ont parfait les 10 000 logements en faisant les 40 000 logements. Donc à ce niveau, voilà. Des habitations à Basenko qui sont délabrées. On ne va pas jeter la faute sur votre entreprise, mais des logements sociaux justement à Basenko, des logements socio-économiques qui sont à présent délabrés, disons. Vous en pensez quoi? Bon, je comprends plus ou moins. Peut-être M. Traoré peut nous expliquer les logements délabrés. C'est-à-dire, ce sont des logements qui ont été construits et abandonnés ou ce sont parce qu'en matière de qualité, vraiment, pour ce qui concerne notre entreprise PNBF, nous y mettons le paquet côté qualité. Et là, on a fait une politique de telle sorte que, je parle par exemple pour nous, pour ceux que je connais, de telle sorte que le client, lorsqu'il vient pour son logement, il a la possibilité de suivre l'évolution de son logement du début jusqu'à la fin et en concert avec le ministère, on lui remet les clés. Okay. Et maintenant, aujourd'hui, si M. Traoré me dit des logements délabrés... Alors, on va revenir là-dessus, mais pour faire le point, nous avons voulu connaître l'expérience directe des Burkinabés face au logement. C'est une enquête signée Mohamed Sangari. L'explosion démographique de la population ouagalaise et la ferme volonté de chacun des habitants de la ville de s'offrir une habitation décente ont favorisé la construction de bidonvilles aux alentours de la capitale burkinabé, et ce, depuis des années. Ces nouveaux espaces communément appelés non-lotis contrastent avec les villas construites dans certains quartiers huppés de la même ville. Et ils sont caractérisés par un manque criard d'hygiène, d'électricité et un difficile accès à l'eau potable. J'ai payé ça, en tout cas le non-loti, ça devenait cher. Mais en ce moment que je vais me payer là, j'ai payé ça 150 000. Et puis j'ai construit au moins 18 tôles dedans. Tout ça me coûte presque 800. Et aujourd'hui c'est plus cher. Aujourd'hui, si tu veux avoir un non-loti ici, là, il faut 300 000. Dans le non-loti, il n'y a pas de problème. Le problème de courant et l'eau, ça aussi c'est grave. Mais comment on va faire? On n'a pas de choix. La plupart des habitants de ces lieux vivent dans l'espoir d'y obtenir un lopin de terre au moment des lotissements. Seulement voilà, vivre dans cette précarité pendant des années ne garantit pas toujours l'obtention de parcelles. Moi, je suis installé ici depuis 20 ans et au moment des lotissements, ils sont venus numéroter les parcelles et faire le bornage. Et nous nous sommes installés entre les deux parcelles. C'est une certaine Madame Trabo qui a fait le partage. Elle a sauté les deux parcelles où moi je suis installé, soit disant que quand l'équipe reviendra la prochaine fois, elle me positionnera. Et quelques années après, un certain Henri est arrivé et il a attribué les deux parcelles qui devraient me revenir à un de mes voisins. Ça, ce n'est pas grave. Il est revenu dans l'intention de prendre cette parcelle pour attribuer à un nommé Bambara et m'a demandé de lui apporter les documents de la parcelle. Et Bambara lui-même m'a dit que la parcelle lui a été attribuée et a chargé une autre personne de poursuivre le dossier parce que si c'est lui-même qui le fait, les gens sauront qu'il est derrière cette affaire. Et sur ce point, je ne suis pas d'accord. Il s'est moqué de moi en me disant qu'il va me faire pleurer en construisant sur ma parcelle. Mais je lui ai fait savoir qu'il va devoir marcher sur mon cadavre pour parvenir à ses fins. On ne peut pas déguerpir quelqu'un pour attribuer sa parcelle à une autre. C'est pas possible. La volonté des habitants de ces zones est de voir s'arrêter ce qu'ils appellent le développement séparé de la ville de Ouagadougou, avec d'un côté les villas de Ouaga 2000 et les cités Azimo, puis de l'autre les non-lotis. Pour ce faire donc, il demande au gouvernement une nouvelle politique d'urbanisation qui prendra en compte l'aspiration de l'ensemble de la population. Voilà un reportage signé Mohamed Sangari sur la problématique du logement. Alors, Monsieur Traoré, on a vu des citoyens qui ont réagi justement à cette situation de logement au Burkina. Alors, on a parlé au début de l'élément qui est passé, des services sociaux de base qui ne suivent toujours pas justement dans ces logements sociaux. Vous en pensez quoi? Bon, moi je voudrais tout simplement qu'on prenne en compte ce que ce citoyen lambda venait de s'exprimer. Il faut que les autorités reconnaissent que ces gars-là ont un droit socio-économique qu'il faut effectivement respecter.
Parce que lorsqu'on fait un projet de 40 000 logements, il faut dire qu'à partir de 40 000 logements, le droit socio-économique du peuple n'est pas respecté. Ça, il faut le dire. Quelqu'un qui vit dans la zone où il y a près de 20 ans, on vient, on prend sa parcelle là où il vit. Là, vous êtes sur la situation, on parle de déguerpissement. Oui. On vous demande des logements sociaux qui sont construits oui. sans les mesures d'accompagnement, les services sociaux de base. Pour preuve, voilà les 10 000 logements que je donne. Ils l'ont construit sans un comité de suivi. Je suis content d'entendre aujourd'hui que pour madame, pour faire la publicité de son entreprise, dit que chez eux, celui qui a bénéficié de la maison peut venir suivre. Mais l'État même devait asseoir un comité pour suivre. À partir de 10 000 logements, s'il y avait eu ce suivi, nous n'allons pas être là aujourd'hui. Donc, en tout cas, c'est pour le dire. Et puis, quand on parle d'un logement décent, avec ce que ce monsieur venait de parler, mais est-ce que ça, c'est des logements décents? Madame Kobena, je vous retourne la question. Les logements sociaux qui sont construits dans une cité avec les promoteurs immobiliers où il n'y a pas toujours ces mesures qui sont suivies, le problème se situe à quel niveau? Bon, vraiment, on ne peut pas lancer la pierre comme ça au ministère, mais je dirais plutôt pour l'expérience que nous avons eue sur la réalisation des 10 000 logements à Basenko. Au début, effectivement, c'était difficile parce que nous avons commencé, les promoteurs qui sont sur place, nous avons commencé sans vraiment des mesures d'accompagnement de base du genre comme les voies. Nous avons commencé, à chaque fois quand on construisait, les camions qui viennent nous ravitailler en agrégat et tout ça s'embourbaient. Et rien que plus tard, rien que peut-être la fin de la transition, que le ministère s'est maintenant réveillé. Ils ont commencé à faire les canalisations et actuellement l'ONEA est venu sur le site. C'est maintenant ils commencent à valoriser, si je peux le dire, la cité des 10 000 logements. Et il y a même des citoyens, bon, des attributaires qui vivaient même dans la cité, dans le noir et sans eau. Il fallait qu'ils ressortent un peu ils reviennent un peu vers Kilouin pour chercher de l'eau et d'autres promoteurs du genre comme nous, on a essayé de mettre les plaques solaires pour les éclairer en attendant. Et la réalité est que jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas l'électricité dans la cité des 10 000 logements. Justement, les riverains justement, de cette cité ont interpellé à plusieurs fois l'autorité sur le problème de sécurité. Monsieur Traoré. Oui. Moi, je voulais tout simplement dire qu'avant même de réaliser le bâtiment, il fallait viabiliser la zone. Ça, même conformément au texte, au code de construction, il faut obligatoirement viabiliser. Ça, c'est un code qui a été fait, élaboré par le ministère de l'Habitat. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui. C'est parce que les gars travaillent sans les experts en urbanisme. Chacun vient, c'est pour que sa politique se réalise, qui est son problème. Des experts en son sein. Oui, ils ont des experts, mais est-ce qu'on laisse les experts travailler? Moi, il y a plein d'urbanistes qui m'ont approché, mais Traoré, il va falloir que vous essayiez de voir pour qu'on implique les urbanistes dans ces constructions de logements sociaux et économiques. C'est leur droit. Ils n'avaient même pas besoin de m'approcher. C'est le ministère même qui devait s'en occuper. Et effectivement, si l'étude était bien faite, aujourd'hui, on ne peut pas parler de construire des logements sociaux sans électricité, sans eau, mais allez-y comprendre. Ce n'est pas Traoré qui critique, mais la réalité aurait voulu qu'effectivement, on viabilise la zone avant de poser vraiment ces maisons. Alors, les promoteurs immobiliers, vous partez sans les conditions, ou bien c'est une manne financière, on saute là-dessus sans véritablement avoir toutes les conditions en main? Bon, nous, à notre niveau, puisque quand le projet a été lancé, le ministère a fait appel à tous les promoteurs immobiliers qui pouvaient vraiment s'investir pour la réalisation de ce projet. Donc, je peux plus ou moins dire que on a mis les charrues avant les bœufs. Comme c'est un projet qui, obligatoirement, devait prendre forme. Donc, bon, les promoteurs pour accompagner... Vous êtes exempt du foncier sur le projet de 10 000 logements. Effectivement, parce que le foncier a été mis à notre disposition et c'est le bâtiment on construit. Et voilà, par le regard du ministère, on fait les attributions à qui veut avoir un logement à Basenko. Un logement social et économique. Alors, la question que je m'en vais vous poser,
à tous les deux. Est-ce les logements sociaux, dits sociaux, les 10 000 logements sociaux et avec les 40 000 logements, ce sont des logements sociaux avec des prix qui avoisinent les 5 millions, 7 millions, 7 millions, 12 millions. Monsieur Traoré? Non, moi je parle sur le coût des logements sociaux, en tout cas où j'ai eu l'information auprès du ministère de l'Habitat. Parce qu'effectivement, nous avons passé tout notre temps à critiquer depuis les 10 000 logements et que finalement, le ministère a reconnu que nos critiques vraiment sont correctes. Et que c'est à partir de là qu'ils ont amené le coût à 5 500 000, c'est avec tous les jasios. Ça, je le répète tout de suite. Il ne faut pas qu'on nous embrigade encore pour dire que la banque doit ajouter. Non. Nous comprenons parce que nous avons revendiqué 5 500 000 avec tous les jasios. 7 500 000 avec tout. Maintenant, pour comme un temps de 17 ans, bon, sinon au-delà. Jusque-là, en tout cas, je n'ai pas une précision exacte, mais je vais à 17 ans même. Ça, effectivement, pour un logement, c'est pour vraiment ceux qui ont au moins le minimum. Le minimum. Parce qu'aujourd'hui, il y a le secteur informel même qui nous a approchés et qui est en train de dire que si ça se limite à 5 500 000 là, ils vont s'engager. À 7 500 000, il y a des gars dans des habitats spontanés qui nous ont approchés, qui sont en train de souscrire. C'est vrai que beaucoup de gens disent que c'est toujours cher. Programme de 40 000 logements. Oui, de 40 000 logements. Il y a des gens qui sont venus, vraiment, on les a conseillés d'aller. Pour preuve, aujourd'hui, il faut voir l'affluence. Bon, à partir de la date de combien? Bon, nous sommes à, oui. à 88 000. Et que les gens demandent encore de continuer. Okay. Ça veut dire que lorsque je prends vraiment de 17 millions de Burkinabés, si en tout cas jusqu'à 5 millions qui souscrivent, moi je veux dire, les 6 millions, c'est ceux-là qui peuvent avoir le minimum. Le reste, c'est une lutte encore que nous allons lutter pour que si à un moment donné, l'État peut donner la maison gratuite à quelqu'un, on va y arriver. Madame Kobeno, voilà. Oui, vos maisons sont vendues économiques, je dirais, entre 7 500 000 et 12 millions de francs CFA. Est-ce que vous estimez que le prix est à la portée de tout le monde, du Burkinabé lambda? À notre niveau, bon, je peux dire que, bon, excusez-moi de la phrase que je ferai sortir, déjà le promoteur immobilier, c'est un commerçant au même titre que le commerçant du grand marché. Voilà. Et maintenant, si l'État met la main dans la pâte et essaie de faire des subventions, essaie de faire des exonérations au niveau des promoteurs immobiliers, par exemple, quand je vais... Ce n'est pas le cas au niveau des exonérations? Au niveau des exonérations, il y a d'autres promoteurs immobiliers qui ont eu les exonérations et d'autres non. Par exemple... Cela est dû à quoi? Là, je ne sais pas. Peut-être si le ministère était représenté ce soir sur le plateau. Cela s'entend. Voilà. Monsieur Traoré. Je peux répondre à ce niveau-là tout de suite. Ils n'ont qu'à prendre la loi portant l'organisation des entreprises immobilières. Ils vont voir que l'État a prévu vraiment de les soutenir. Si eux, ils n'ont pas eu ces faveurs-là, ils n'ont qu'à lire le texte et puis revendiquer ce qu'on doit les faire. En tout cas, en ce qui nous concerne, l'État a promis de les accompagner vis-à-vis des banques, vis-à-vis vraiment des exonérations et autres. Mais si eux, ils nous en envoient, moi, ça me surprend. Voilà, ils n'ont qu'à lire les textes et puis revendiquer. Parce que lorsqu'on est un commerçant, on a peur vraiment d'aller revendiquer quelque chose pour ne plus avoir un marché de l'autre côté. Bon, ça vraiment, avec des choses, moi je ne peux pas comprendre. Alors, on va s'intéresser à l'autre problématique, il s'agit du déguerpissement dans les zones non loties. Alors, vous voulez prononcer là-dessus, sur le déguerpissement des... Bon, je vais me prononcer, mais avec beaucoup de réserve, parce que nous voyons, pour ce qui concerne les zones non loties, prenons l'exemple, et même, je renvoie encore sur le programme des 10 000 logements, même là-bas, il y avait des autochtones qui... et habitaient toujours dans le programme. Mais vu que le programme a démarré, ils devaient quitter et aller là où le ministère les a... voilà. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a certains autochtones qui refusent. Et par exemple, les déguerpissements. Monsieur Traoré, je m'excuse d'avance, mais quand on regarde, par exemple, quand les mairies, au moment où il y avait les lotissements, on bornait les parcelles, on donnait aux populations. Il y a d'autres personnes qui vendent et qui repartent encore dans les zones non loties. Au fur et à mesure, quand on fait le lotissement, ils vendent encore et ils repartent.
avec ce rythme, ça fait que, bon, plus ou moins, il y a toujours des bidonvilles qui se créent. Prenons l'exemple de Bisguin, sur la route de Bassinco. Voici une zone non lotie qui, bon, selon ce que nous avons entendu dans les médias, c'est une zone non lotie qui restera telle et on a aménagé, on a mis les mesures d'accompagnement nécessaires, l'école, les plaques solaires pour les éclairer. Monsieur Traoré, est-ce qu'en la matière, est-ce qu'il n'y a pas lieu de situer les responsabilités aussi? Parce qu'il y a il faut tout de suite dire que le déguerpissement doit être banni. Okay. Parce que, en ce qui concerne les instruments de l'ONU que notre pays a ratifiés, un pays qui se respecte, qui se dit une bonne gouvernance démocratique, ne doit plus aller à déguerpir les gens aujourd'hui. Les citoyens qui bénéficient de parcelles, oui, qui ont des parcelles et qui restent mais écoutez, vous savez, moi je parle de ce que je sais. Okay, chaque fois, j'ai toujours interpellé par ces mêmes maires, où le ministère de l'Habitat et de l'Aménagement était pour que Ouagadougou s'étale jusqu'à arriver là où elle est. Okay. Les ministères n'ont pas pris les responsabilités. Il y a eu un schéma directeur qui n'a jamais été respecté depuis 1976. Chacun arrive, il prend les terrains comme il veut, il fait des parcelles. Non, j'en viens. Moi, j'ai toujours demandé, depuis 2006, j'ai toujours demandé l'informatisation des parcelles. Pour quelqu'un, elle est commerçante. Moi, je ne suis pas un commerçant, je suis un défenseur des droits humains. Si effectivement quelqu'un arrive à vendre sa parcelle et qu'il arrive de l'autre côté, il n'y a pas une informatisation et que le maire lui donne encore des parcelles, où est mon problème? Ça ne me regarde pas. C'est l'État qui n'a pas pris ses responsabilités. Et tant pis pour l'État. Jusque-là, ils n'ont qu'à informatiser. L'informatisation des parcelles est une obligation pour l'État. S'ils ne veulent pas vraiment être brimés par ces mêmes populations. Moi, j'en vais toujours au déguerpissement. Okay. Jusqu'à nos jours, je lance un défi à n'importe quel gouvernement dans notre pays qui va aller déguerpir les zones non loties. Pour preuve ailleurs, j'ai dit dans les rapports des États généraux, il y a eu une recommandation qui a été rejetée à Ouaga 2000 par l'ONU Habitat pour faire comprendre aux autorités que le déguerpissement est banni parce que le pays l'a ratifié. Donc, Anthony, moi, je n'aime pas entendre parler de déguerpissement. Okay. Et heureusement, aujourd'hui, il a parlé de BCA. Ça, c'est un programme national, effectivement, qu'on a fait pour viabiliser les zones non loties, ce qui se passe un peu partout en Afrique. Alors, on a des exemples. Non, j'en viens parce que c'est important. J'aurais souhaité que dans toutes les zones non loties à venir, que l'État prenne ses responsabilités pour aller sensibiliser les gens et puis viabiliser les zones. Les gens sont d'accord même pour ces gens de viabilisation. Ah oui, il ne faut pas venir s'asseoir ici pour dire que parce que les gens revendent leurs parcelles, mais ça... Cela se fait. Non, ça se fait, mais c'est illégalement fait. Okay. C'est illégalement fait. Les gens, effectivement, revendent leurs parcelles. Nous, le problème de Traoré. Vous croyez que j'arrive à maîtriser tous ces gens-là? Si moi, je sais qu'en tant qu'attributeur de parcelles... Oui, une situation qui est effectivement là. Oui. Mais si vous prenez des milliers de gens, ils n'ont qu'à nous ressortir les milliers de gens qui ont vendu les parcelles. Même l'État même ne peut pas le faire. Monsieur Traoré, on va évoluer dans le débat. On a fait le tour des problèmes. Parmi les solutions, de nombreuses solutions sont mises en avant avec les politiques, notamment avec les 40 000 logements sociaux. Mais avant, je vous propose d'écouter un témoignage assez critique d'une dame qui connaît la question du logement au Burkina et qui nous a demandé de rester anonyme. Je vous propose de l'écouter. Nous savons très bien que pendant très longtemps, l'État burkinabé a démissionné par rapport à la production de logements. Pas seulement social, mais de logements en général. Et on se rend compte que après la période révolutionnaire où il y a eu beaucoup d'opérations telles que 1200 logements ou Cité en 2, Cité en 3, on s'est rendu compte que l'État a privatisé tout ce qui est comme société immobilière, d'opérations de logement social. Du coup, on s'est retrouvé avec des privés qui étaient là, bien sûr, pour faire de l'argent et qui ne faisaient pas du tout du social. Ces derniers temps-ci, on a entendu parler de logements, 40 000 logements et tout ce qui va avec. Mais en réalité, on se rend compte qu'il y a un gros souci d'acquisition parce qu'on dit que c'est un logement social. Mais en termes de processus, il n'y a pas de restriction à ce que ce soit vraiment ceux qui sont dans le besoin
qui soient les bénéficiaires. C'est sûr que pour l'instant, il n'y a aucune, on va dire, il n'y a aucun espace qui a été délimité pour ça. Donc, il n'y a aucune opération qui a été lancée, aucun projet à ce niveau. Donc, je pense que l'État est en train de chercher les voies et les moyens de trouver en fait des parcelles, bon, des espaces, et en fait, en fonction de ces espaces-là, maintenant, de faire des projets pour qu'on puisse réaliser ces 40 000 logements. Que l'on sache bien qu'on ne peut plus lotir horizontalement. Ça, c'est une des prérogatives importantes pour réussir le logement social au Burkina Faso. On peut effectivement avoir l'espace qu'il faut, mais il faudra que ce soit un processus d'abord de densification de Ouagadougou, c'est-à-dire de la commune de Ouagadougou, en partant du centre vers la périphérie. Quand on aura fini de récupérer tout ce qu'il y a comme espace récupérable, en ce moment, on pourra peut-être saturer à ce niveau et maintenant s'expandre au niveau de la périphérie. Voilà pour l'analyse de cette dame, une analyse assez critique justement sur la question du logement. Elle a décidé de rester anonyme. Alors, retour sur ce plateau pour en discuter. Je m'en vais poser la question à M. Traoré. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement de ce qu'elle a dit Moi, je félicite cette dame. C'est une réalité. Je ne sais pas où elle vit, mais c'est une réalité. On sent effectivement qu'elle en a besoin d'un logement, mais elle est dans l'impossibilité de l'avoir, ce qui constitue son droit. Moi, en tout cas, effectivement, quand on parle qu'il y a des gens, au lieu de parler des droits socio-économiques des chances, se poser la question comment on va faire pour résoudre ces problèmes. Les gens ne voient que ceux-là qui gagnent les parcelles et qui les vendent. Moi, je vais au-delà de ça, parce que l'État n'a qu'à informatiser ces parcelles. Moi, aujourd'hui, là, qu'est-ce que la dame a dit? Il y a toujours de place pour créer, pour construire les logements sociaux. Il y a toujours de place. Moi, je m'en vais dire, il faut prendre tous les axes de sortie de Ouagadougou. Il y a des réserves posées. Des gens l'ont eu il y a près de 10-20 ans et qui n'ont pas de projet. Même s'ils ont des projets, c'est effectivement, il a monté un projet pour avoir cet espace-là. Mais la loi aussi dit qu'à un certain moment donné, s'il ne réalise pas, on doit retirer. Est-ce que l'État le pratique? Est-ce que cette loi est respectée? Donc, il y a toujours de l'espace. Et puis moi, j'aurais souhaité que les gens parlent de construire à hauteur aujourd'hui. Si on prend des axes là, on retire ceux-là qui n'ont pas pu réaliser leurs projets. Ils peuvent construire des maisons à hauteur qui vont suffire les gens dans un laps de temps de terrain donné. C'est vrai que la dame a évoqué justement cette question dans son analyse. Est-ce que vous pensez que c'est possible de faire des HLM? C'est ce qu'on a à Ouagadougou? Oui, il y a la possibilité de faire les HLM, comme les cités HLM, mais bon, nous, on a eu l'année passée, en 2016, on a fait une étude, voilà, auprès de la population sur le fait de construire, par exemple, les HLM. Mais après analyse, nous voyons que la majorité nous disent, bon, les maisons en hauteur, bon, si tu as une famille nombreuse, on ne peut pas y vivre, c'est confiné. Est-ce que si, par exemple, il y aura des problèmes de ravitaillement dans le bâtiment, surtout en eau, il faut encore... Voilà. Donc, il y avait des questions, et la majorité n'était pas pour les HLM. Mais nous voyons que... avec l'extension de Ouaga qui ne fait que se produit de jour en jour, les HLM deviennent une nécessité, quitte à ce que l'État mette les moyens auprès des promoteurs immobiliers pour les réaliser et, par exemple, les mettre à la disposition de la population afin que nous puissions nous habituer. Parce qu'au Burkina, la population est habituée aux maisons pavillonnaires. Voilà. Est-ce que ça sera possible de résorber cette question d'adduction d'eau potable justement dans ces HLM? Bon, c'est possible si vraiment l'État, je renvoie ça au ministère, quand on dit État c'est vaste, c'est possible si le ministère avec l'Office national de l'eau, l'ONEA, essaie de s'approcher des promoteurs immobiliers. Il y a une possibilité de mettre les pompes avec l'énergie solaire pour pouvoir ravitailler ces bâtiments-là en eau. Il y a toujours des solutions pour cela, mais quand il n'y a pas de communication, quand il n'y a pas de rencontre pour chercher des solutions et que chacun reste
dans son coin, ça va être difficile. Il faut qu'on se rencontre pour trouver des solutions afin de satisfaire la population en ce qui concerne ces questions. Monsieur Traoré, peut-être avant de vous poser la question, je vais rappeler aux téléspectateurs qu'ils ont l'opportunité d'appeler en direct avec le numéro qui va s'afficher au bas de leur écran. Alors, monsieur Traoré, on a également justement en matière de politique gouvernementale les 40 000 logements sociaux, le programme qui a été lancé et qui court jusqu'à demain, vendredi 12 mai. Alors, est-ce que vous pensez que ces 40 000 logements sociaux pourront justement résorber la question de logements décents au Burkina, en plus des 10 000 logements sociaux qui ont été lancés? Pas chose. En tout cas, c'est pas possible de pouvoir résorber parce que 40 000 quand même, c'est peu pour toute la population, vraiment, voilà. Donc, mais je me dis que c'est un début, ce qui est tout à fait normal. Il faut que les gens l'acceptent comme ça. À fur et à mesure qu'on finit les 40 000, qu'on augmente les 50 000, les 60 000, ainsi de suite. Parce qu'il faut reconnaître qu'on sort de loin. On sort de loin si aujourd'hui, en tout cas, on parle de 40 000 logements et que les gens sont en train de souscrire. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, effectivement, qui empêchent d'autres personnes de ne pas souscrire parce que ce n'est pas à leur portée. Mais c'est de bonne guerre. Vous voyez, aujourd'hui, là, il y a des gens même qui ont demandé d'augmenter. Moi, j'encourage l'État en tout cas d'augmenter. Voilà. Jusqu'à ce qu'on réalise l'émission, on a 88 051 personnes pour 40 000 logements. Voilà. La demande est forte. Bien sûr, la demande est forte. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, ils n'ont qu'à travailler à ce que plus de 50 000 qui se sont souscrits, qu'on fasse que les 40 000 logements soient déjà, en tout cas, porteurs, qu'il y ait des bénéficiaires. Vraiment, donc je pense que si effectivement on arrive à le faire, mais à fur et à mesure, d'ici l'an 2020, on peut augmenter encore d'ici l'an 2000X, ainsi de suite. Alors, c'était l'une des promesses de campagne du président Kaboré, faire de l'accès au logement un droit effectif à travers la mise en œuvre des mesures suivantes. Je vais citer une mesure, la mise en œuvre de mesures incitatives en direction du privé pour réaliser des logements sociaux dans chacune des 45 provinces. Est-ce le cas? Ces mesures ont déjà commencé. Vous pouvez peut-être répondre à cette question? Bon, moi, en ce qui me concerne, c'est la politique vraiment du parti majoritaire. Dans son programme, il a dit que c'est effectivement leur programme. Non, je ne suis pas un politicien, mais je ne suis pas contre leur programme. Parce que moi, j'ai voté ce que je veux et qu'aujourd'hui, je demande une gouvernance démocratique responsable. Traoré, on va revenir. Nous arrivons à notre rubrique, à vous de juger. On se retrouve juste après le jingle. C'est maintenant vous qui avez la parole. Vous avez déjà réagi sur Facebook, mais vous pourrez également appeler sur le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Mais avant d'avoir peut-être un téléspectateur en ligne, je m'en vais poser la question d'un internaute, Ouedraogo Suleiman Beziksou, qui se pose la question à savoir à quoi serviront les frais à hauteur de 2000 francs CFA pour la souscription aux logements sociaux. Monsieur Traoré. Bon, ils n'ont qu'à poser la question au ministère. Ce qui est sûr, on ne peut pas dire la souscription. Moi, j'ai dit même si ils avaient porté ça à 5 000. Mais c'est pas une chose étonnante pour moi. Il y a le projet de Saponnet, cité de Saponnet. Qui va vous intéresser. Oui. Pourquoi attends que je termine parce que c'est important. Il y a la cité vraiment de Saponnet tout de suite où les gens ont souscrit à 5 000, 5 000. Okay. Ah oui, où se trouver les internautes pour ne pas se poser la question. Même si on va à 10 000, il y aura des gens qui vont souscrire. Mais ça, c'est tous ceux qui souscrivent, bon, ils ont les moyens de leur poche. Donc, en tout cas, moi, j'aurais souhaité que l'État le fasse gratis. Mais est-ce qu'ils peuvent le faire gratis? Voilà qu'ils font des messages pour donner aux autres. Voilà qu'ils rentrent dans l'Internet pour donner des trucs, des publicités, ainsi de suite. Les 2000, là, moi, je n'en fais pas un problème. Alors, nous avons un téléspectateur en ligne. Oui, moi, mon demande, c'était par rapport à les logements qui parlent. Allô? Allô? Oui, allez-y, on vous entend. Voilà, donc, quand ils parlent, moi, mon position, c'était par rapport à quand les gens parlent de logement par rapport à... Allô? Allez-y, on vous entend. Oui, quand ils parlent des logements là, or pendant les populations, on les vend nos lotis, les propriétaires de terrain. Ok.
Oui, il vend des non-lotis à les gens et après, il prend les terrains restants, il vend à les... Ok, monsieur. Et les propriétaires immobiliers. Ok. On a enregistré votre question. Alors, madame. Alors, vous vendez des logements, des non-lotis. Pas vous, l'État. Cela s'entend. L'État qui vend des non-lotis aux populations et après, les promoteurs immobiliers qui les retirent. Si j'ai bien compris la question. Aucun État ne vend vraiment la terre. Aucun État ne vend la terre dans les zones non loties. C'est les propriétaires terriens qui vendent leur terre. Mais à ce niveau aussi, il faut que les gens comprennent. Parce que les gens, je voulais que lorsqu'on veut parler, qu'on fouille. Parce qu'on ne peut pas revendiquer un État vraiment de droit et qu'on peut rentrer comme ça pour parler. C'est-à-dire aujourd'hui, la terre appartient aux propriétaires terriens. Il faut le reconnaître tout de suite. Mais il peut vendre sa terre comme il veut, à qui il veut. Ça, c'est un droit. Avant, dans le cadre de la Révolution, la terre appartenait à l'État. Si en ce moment, les gens partaient occupés, moi, je pouvais parler. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Okay. Nous, on s'est battus, on a changé. Et aujourd'hui, la terre appartient à 3 entités. Il y a la collectivité, il y a l'autorité publique et il y a les privés. Les propriétaires terriens, leur terre, ça les appartient. Ils peuvent vendre à qui ils veulent. Monsieur, voilà, donc l'État ne vend jamais de terre dans la zone non lotie. Nous avons en ligne monsieur Savadoro qui appelle de Dakar. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, allez-y, vous pouvez poser votre question. Voilà, bon. Voilà, allô, allez-y. Allô, monsieur Savadogo. On vous entend pas bien. Oui. Alors, la ligne est mauvaise, on va évoluer avec les questions des internautes. Il y a Yakuba Saluka qui a réagi sur notre page Facebook, qui dit quel est le bilan, quel bilan fait le ministère, malheureusement qui n'est pas là, qui a répondu absent, et quelle structure sera chargée de gérer spécialement le programme passé des 10 000 logements. Bon, là, on va passer. Il y a Boukari Woba qui dit, je cite, « Il faut reprimer la spéculation foncière et pour cela, il faut que l'État lui-même quitte dans ça. Ce que la Sonature a fait il y a quelques mois de cela, ce n'est ni moins ni plus que de la spéculation et met ainsi de l'eau dans le moulin des opérateurs privés et des individus. » Monsieur Traoré. Bon, je ne sais pas, je ne comprends pas très bien. De la Sonature, ouais. La Sonature lancée. Je ne sais pas sa question exactement, mais je le soutiens en ce qui concerne vraiment les aménagements de la Sonature. Personnellement, je dis que les aménagements de la Sonature vraiment sortent le cadre même de ce qu'eux-mêmes devaient faire. Moi, j'en ai des preuves, parce que en tout cas, la Sonature est allée déguerpir des gens à Balkoui en 2009, comme on appelle dans le Bordeaux. Ils ont fait des opérations louches avec Bordeaux. Ça sort dans les rapports vraiment en question. Okay. Mais en tout cas, donc à ce niveau, je voulais interpeller l'État de voir que la Sonature aussi ne respecte pas son statut vraiment d'entreprise, en tout cas qui est habilité à aménager les terrains et puis les replacer sur le terrain. En tout cas, à ce niveau, bon, je comprends très bien la question de ces derniers, parce que la Sonature, vous allez prendre un peu partout. Dans la commune rurale de Sava, aujourd'hui, ils sont en porte-à-faux, ils sont en conflit avec les populations, les propriétaires. Nous avons un appel en ligne. Oui. Bonsoir, monsieur. Allô? Oui, allô, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Oui, vous pouvez vous présenter et poser votre question? Ok, en tout cas, je voulais saluer l'émission. Ok. Je voulais intervenir, faire des commentaires sur le type de logement social qui est attribué aux individus, surtout le logement social de Bassinco. Ok, c'est Bassinco, ok. D'abord, moi je pensais qu'il fallait faire peut-être un état des lieux sur la qualité des logements sociaux qui sont attribués aux gens. Ok. Et deuxièmement, il fallait s'assurer de la viabilisation des différents trucs là avant de passer aux 40 000 logements sociaux. Okay. Moi, par exemple, j'ai un logement à Bassinco. Là où j'ai le logement, il n'y a aucune infrastructure, je vous dis. Okay. Il n'y a aucune infrastructure, je vous dis. Donc, je pense que l'État est allé vite en besoin. Il fallait faire
d'abord l'état des lieux des 10 000 logements sociaux là, où on en est. Ok. Merci, monsieur. Oui, madame Kobena. Oui, des questions qui portent sur la qualité justement des habitations au niveau des logements sociaux de Basenko. Vous avez un avis là-dessus? Bon, ce que je peux dire, effectivement, parce que ce n'est pas le ministère qui construit à Basenko. Ce sont des promoteurs immobiliers et il y a plusieurs promoteurs immobiliers sur le site de Basenko. Et chacun, bon, nous à notre niveau, nous mettons la qualité. L'autre aussi dira qu'il met la qualité et l'autre aussi dira qu'il met la qualité. Et là maintenant, le seul juge, c'est l'acquéreur, le citoyen qui a acquéri la maison. Et effectivement, je reviens sur mes mots en disant que le projet de 10 000 logements, vraiment le ministère est parti vite en besogne parce que ça, c'est une triste réalité. Nous avons fait les logements, les gens ont accepté de loger sans vraiment de voie, sans l'électricité, sans eau. Il y a une situation aussi qui se présente au niveau de Basenko, des gens qui ont payé cash leur maison et qui n'ont pas encore de papier. Bon, on va revenir là-dessus, on est pris par le temps. Je reste avec vous pour le mot. Alors, dites-nous présentement, selon vous, quelle est la mesure qu'on pourrait prendre, que l'État pourrait prendre, et même les promoteurs immobiliers, pour résorber ce problème de logement au Burkina? Bon, la mesure que le ministère pourrait prendre en concert avec les promoteurs immobiliers, premièrement, c'est de faciliter le travail des promoteurs immobiliers sur le terrain. Voilà, tout à l'heure, vous m'avez posé la question sur les papiers. Nous, les promoteurs, on ne fournit pas de papier, de certificat d'attribution, c'est le ministère. Et le ministère aussi, bon, façon administrative, elle est vraiment lente en ce qui concerne. Voilà, c'est un problème administratif. Rapidement, nous sommes pris. En ce qui concerne effectivement les mesures qu'il faut prendre tout de suite, il n'y a que l'État n'a qu'à sortir pour effectivement clarifier le rôle des entreprises immobilières dans ce processus de construction des 40 000 logements. Okay. J'ai dit cela parce que j'ai un grand souci aujourd'hui. Je pense même que j'ai posé la question au ministre de l'Habitat même. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez des entreprises immobilières, je ne citerai pas le nom de quelqu'un, suivez les publicités. Quelqu'un qui a passé tout son temps à aller occuper des espaces pour faire des parcelles et puis enlever 6 parcelles pour donner aux propriétaires terrain. Mais ça, je pense qu'en tout cas, ça ne répond pas du tout à leur rôle vis-à-vis vraiment de l'État. Donc l'État n'a qu'à tout de suite sortir pour clarifier ce domaine-là. Parce que je sais que les populations, en tout cas, vont attaquer les entreprises immobilières. Il ne faut pas que quelqu'un s'en prenne aux populations. Parce qu'on vous a dit que votre rôle, c'est de construire. Votre rôle n'est pas d'aménager et puis corrompre les populations. Merci, monsieur Traoré. Je rappelle que vous êtes le président du MSP Drôle, qui est le mouvement de solidarité pour le droit au logement, et porte-parole de Novox International. En face de vous, madame Kobena Armel, qui a représenté le directeur général du PNB BF Holding Group, qui est un promoteur immobilier. Merci à vous. Je rappelle également que le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a été invité, mais n'a pas répondu présent. Il s'agissait de la directrice de l'architecture, de l'habitat et de la construction, madame Valérie Sanon. Voilà, c'est la fin de cette émission Regard Citoyen qui passe une fois dans le mois. Et on se donne rendez-vous le mois prochain pour une autre thématique. Merci à vous.